Ich freue mich sehr, einen wirklichen EU-Experten auf dieser Bühne. Je suis vraiment content d'accueillir un de nos experts de l'Union européenne ici sur scène. Il s'appelle Dustin Hoffman et il va nous parler un peu de la situation en Union européenne. Je trouve ça vraiment génial que depuis 71 ans, on a la paix pour des millions de personnes, 512 millions de personnes en Europe. Trotzdem entsteht eine unglaubliche Komplexität, wenn man 28 Länderparlamente. C'est sûr qu'il y a vraiment une grande complexité avec 28 pays différents au sein de l'Union européenne et c'est pour ça que je suis vraiment content que Dustin Hoffman soit là pour nous parler des bons et des mauvais côtés. Mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est une union de paix. Hallo? Ja, sehr gut. Hallo. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Je travaille dans le bureau de Martin Sonneborn à Bruxelles depuis 2014. Je suis juriste. Après mes examens, j'ai atterri à Bruxelles et je suis très heureux de vous parler de l'Union européenne et surtout dans le contexte présent, puisque l'année prochaine, il y aura des élections européennes. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Ça va être l'élection du siècle, soi-disant. Et je pense que c'est très intéressant de regarder comment ça marche. Je suis très heureux d'être ici, surtout parce que hier, j'ai écouté une conférence Fans von Herbert Reul, dem NRW-Innenminister sind, so wie ich. Viele wissen es vielleicht nicht, der hatte schon sur l'Union européenne et on y a parlé du ministre-président de Rhénanie-Westphalie. Als 2016 eine Rede zur Lage der Union gehalten hat, hatte die nach... Lorsqu'il a parlé de la situation en Europe, il a parlé de moi. Als Herbert Reul Innenminister Nordrhein-Westfalen wurde, waren... Quand Herbert Reul était ministre-président de NRW, de Rhénanie du Nord donc, il a parlé de choses dans lesquelles j'ai toujours cru. Ein Foundations-Track, sodass ich davon ausgehe, dass ihr absolut gar nichts wisst. Alle Leute, die schon Tous ceux qui connaissent déjà un petit peu l'Europe vont s'ennuyer mortellement parce qu'ils connaissent déjà tout. Mais ici, je veux commencer vraiment par le début. Et je vais me focaliser sur les institutions qui ont un pouvoir législatif. Je vais notamment parler du Parlement européen, des élections et de comment on vote une loi européenne. Mon message, j'espère que mon message va être entendu. Et j'espère qu'une fois qu'on va commencer les élections européennes, vous comprendrez les institutions. J'espère que vous comprendrez ce que c'est qu'un trilogue. Parce que je sais que dans le processus législatif européen, ça intéresse certainement plein de personnes présentes ici, notamment sur le droit d'auteur, etc. Cette législation sur le droit d'auteur est actuellement en discussion dans le trilogue. Je vais commencer par les différents organes de l'Union européenne. On distingue plusieurs organes. Le Parlement européen, le Conseil européen, et pas le Conseil de l'Europe. Je vais vous expliquer bientôt la différence. Et le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, la Cour de justice européenne, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes européenne. Je vais me concentrer sur les 4 premiers. Je vais un tout petit peu mentionner la Cour de justice européenne à Luxembourg. C'est elle qui veille à l'application des lois. Il y a la Banque centrale européenne qui est à Francfort, qui gère la politique monétaire. La Cour des comptes, elle, gère les budgets européens. Voilà, je vais donc vous parler des 4 premiers qui sont affichés. Et je vais surtout me focaliser sur ces 3. Le Parlement, le Conseil de l'Union européenne et la Commission. À côté de ces organes, il y a toutes sortes d'agences. Il y en a environ 45.
Je vais vous montrer combien il en a sur cet article Wikipédia. Il y en a, par exemple, que vous connaissez certainement, Frontex. Il y a Europol. Ces agences sont disséminées dans toute l'Europe pour que tout le monde puisse un petit peu profiter de leur présence. Voici les organes législatifs, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne. La Commission propose les lois. Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne discutent sur ce qu'elles vont faire de ces lois. Comment ça marche sera expliqué plus tard. Géographiquement, la plupart de ces institutions se trouvent à Bruxelles. La Belgique est connue pour le chocolat, les gaufres, la bière. La culture brassicole belge fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Et voici le quartier européen à Bruxelles où la plupart de ces institutions se trouvent. Tout cela est vraiment concentré dans ce quartier. Ici, vous avez le Conseil. Ici, il y a la salle de réunion du Conseil. Et de l'autre côté de la rue, il y a le bâtiment principal de la Commission. C'est là où le président de la Commission siège. Je vais vous le présenter ultérieurement. Tous ces bâtiments-là ont quelque chose à voir avec l'Union européenne. Il y a toutes sortes d'offices européens qui siègent dans ces bâtiments. Il y a notamment des lobbies, il y a toutes sortes d'agences. Ce n'est pas pour rien que ce quartier s'appelle le quartier européen. À quelques centaines de mètres à pied, on arrive au Parlement européen. C'est l'Assemblée parlementaire européenne. C'est ce complexe-là. Là, il y a le service scientifique. Là, nous avons nos formations. Pour ceux qui viennent un jour à Bruxelles, je vous conseille un jeudi d'aller en face du Parlement européen. La plupart des parlementaires européens arrivent le lundi à Bruxelles et le jeudi, ils vont faire la fête à la place du Luxembourg que vous voyez ici. C'est la tradition, le jeudi soir, en été surtout, le trafic est bloqué, les bars sont ouverts et il y a des centaines, voire des milliers de jeunes qui boivent et qui parlent de l'Union européenne. C'est un vrai spectacle. Et si vous venez un jour à Bruxelles, je vous conseille vraiment d'y aller un jeudi. La Commission est l'organe exécutif de l'Union européenne. C'est quasiment notre gouvernement. Mais c'est un petit peu moins important qu'un gouvernement. Toutes les lois sont ensuite proposées par la Commission, sont ensuite discutées au Parlement et je vais vous expliquer plus tard comment cette discussion, ces débats parlementaires se déroulent. C'est la Commission européenne qui a l'initiative législative vis-à-vis du Parlement. Souvent, on se moque un petit peu du Parlement parce que le Parlement n'a pas tout le pouvoir législatif. La Commission est la gardienne des lois, la gardienne des traités, correction. C'est elle qui regarde si les États respectent bien les lois et c'est elle qui discute, exige des sanctions éventuellement si les États ne respectent pas les lois. S'ils ne le font pas, la Commission leur dit de corriger. S'ils ne corrigent pas, ils reçoivent des sanctions. La Commission est dirigée par un président, c'est cet homme. Il est connu pour plusieurs choses. D'abord, il est président de la Commission. Ensuite, il est également connu parce que il a été impliqué dans l'affaire des LuxLeaks.
Il aurait fait des accords avec des grandes entreprises, mais il est aussi connu pour son comportement. Voici une vidéo de Jean-Claude Juncker après les discussions du Brexit. Ja. So machen wir das in Brüssel? Voilà comment ça se passe à Bruxelles. Es gibt allerhand unterhaltsame Videos von ihm. Il y a énormément de vidéos très amusantes de lui. Begrüßungen immer fester werden. Il y a des vidéos où il se comporte de manière un petit peu bizarre avec des chefs d'État. Il y a également une vidéo où il ne remarque pas que le micro est allumé alors que Viktor Orban s'approche de lui et il dit « Ah, voilà le dictateur qui arrive ». Il y a différentes rumeurs sur la raison de son comportement. Je ne veux pas trop en parler devant un auditorium aussi grand. C'est un être humain après tout. La commission n'est pas seulement composée d'un président, mais il y a des commissaires. Chaque pays envoie un commissaire à la commission. Après les élections européennes, le Conseil européen propose un président. Le Parlement peut dire oui ou non. Et après, le Conseil, pour cela, le Conseil doit prendre en compte les résultats des européennes. Et après, le président de la Commission compose un cabinet avec des membres venant de différents États européens. Dans la deuxième partie de mon exposé, on va un petit peu parler plus précisément de ces différents commissaires. Lui, vous le connaissez déjà. Ce sont certainement des personnes qu'on doit connaître quand on s'intéresse à l'Union européenne. Voici le vice-président, voici la responsable de la politique européenne. Lui, on le connaît, c'est notre commissaire allemand. Il est responsable du budget et des ressources humaines. Mais comme nous savons tous, il a également été commissaire au numérique. On a encore à se battre contre son héritage. Also einer der Kommissare mit den meisten Lobbytreffen und sein Kommentar dazu war ja, mir kann niemand nachsagen, dass ich faul sei. Il aurait déclaré, personne ne peut dire que je suis paresseux. Il y a également quelques affaires, quelques casseroles, notamment dans le domaine de l'économie. Et après une des audiences, il aurait déclaré qu'il avait peur qu'on lui parle dans l'aéroport et donc il se cache souvent derrière un journal. En politique, il y a souvent des changements de paradigme et souvent les gens traînent quelques casseroles privées qui les suivent dans la vie publique. Voici la commissaire à la concurrence. On peut se poser la question si elle a réussi durant son mandat. Ich glaube, wenn irgendwo in irgendeiner Vorstandsetage auf der Welt dieser Absender auf dem Telefon steht, dann zucken alle zusammen. Also en général, la commission fonctionne de manière assez bonne. Il y a différents conseils. Il y a le conseil de l'Union européenne, il y a le Conseil européen et il y a le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Union européenne et le Conseil des ministres. C'est un des autres organes qui a le pouvoir législatif. C'est là où siègent les ministres des différents gouvernements. Le Conseil européen, c'est ce qu'on voit à la télé quand on parle de Brexit. Quand eux se retrouvent, les hélicoptères tournent autour de ma maison.
parce que toute la ville est bloquée. Ils ne proposent pas de loi, mais eux donnent les grandes lignes de la politique européenne, par exemple quand on parle de Brexit, etc. Le Conseil de l'Europe est à Strasbourg, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est une organisation internationale européenne avec 47 États membres. Il y a beaucoup d'États de l'ancien bloc de l'Est. Et là, ils parlent de démocratie, ils parlent de droits de l'homme. Ils regardent la situation des droits de l'homme en Europe. Quand on y va, on remarque qu'il y a beaucoup de drapeaux européens. Le drapeau de l'Union européenne que vous voyez là flotte devant tous les bâtiments. Mais le Conseil de l'Europe n'a rien à voir avec l'Union européenne. Le président du Conseil européen est Donald Tusk. Il est polonais. Il coordonne tout ça, il a un secrétariat général et il coordonne les réunions du Conseil européen. Dans ce beau bâtiment récent, il est assez particulier, regardez son architecture. Ils ont construit une façade. Si on regarde attentivement, on pourrait croire que Bruxelles a une étoile de la mort. Cette façade a été faite avec des anciennes fenêtres venant de toute l'Europe. Le Conseil de l'Union européenne est donc le conseil où siègent les ministres. Ils jouent un rôle central dans la politique intérieure et extérieure de l'Union européenne. Ce qui est important, c'est que ce conseil n'est pas élu directement. C'est tout de même légitime, il y a tout de même une certaine légitimité démocratique, parce qu'ils sont envoyés par les différents États membres. Mais quand on regarde comment arrivent les lois européennes, on voit qu'il y a quand même un déséquilibre entre le Parlement et le Conseil de l'UE. La présidence du Conseil de l'UE change tous les 6 mois. Nous sommes actuellement à la fin de la présidence autrichienne. Après viendra la Roumanie. La présidence du Conseil de l'UE regarde ce qui est important, quelles sont les problématiques importantes pour l'Europe. Et souvent, la politique change en fonction de qui tient la présidence. Pour des pays comme Malte, l'Estonie ou la Bulgarie, c'est un grand honneur d'être président du Conseil. Ils sont vraiment très fiers. Et je suis sûr que quand on allait dans ces pays, à l'aéroport par exemple, il y avait des grands posters qui disaient que ces pays étaient présidents, mais je pense que quand viendra la présidence allemande en 2020, eh bien, on n'en entendra absolument pas parler. Le Conseil de l'UE s'organise en différentes commissions, comme au Parlement. Il y a la commission des affaires courantes. Là, ils font tout ce qui ne rentre pas dans les catégories suivantes, comme par exemple les affaires externes, l'économie et les finances. Et donc, dans ce conseil siègent les ministres concernés des différents pays. Il y a un système de majorité un petit peu différent du Parlement, où on n'a pas besoin d'une majorité, par exemple, aux 2 tiers ou quelque chose comme ça. Là, il y a une majorité simple.
Donc la majorité est à 15 sur 28 États membres. Et puis, il y a une majorité qualifiée. Ça veut dire que quand il y a 55% de majorité avec 65% de la... qui totalise 65% de la population, ils peuvent, par exemple, bloquer une loi. Puisque le Conseil de l'UE fait les lois avec le Parlement, c'est très difficile de négocier et d'arriver à des compromis. Parce qu'il y a ce système de majorité très compliqué, alors que le Parlement est élu démocratiquement par les citoyens européens. Cela fait que les négociations deviennent de plus en plus compliquées. Voici les problématiques importantes pour lesquelles il y a une majorité simple. L'adhésion des nouveaux États membres, les finances, ou la politique de sécurité, ou la politique étrangère. Venons-en au Parlement européen. Il siège à Strasbourg. Vous vous étonnerez peut-être de la vidéo qui était à Bruxelles, mais en réalité le Parlement se trouve à Strasbourg, à Bruxelles et à Luxembourg. Il y a des raisons historiques à cela. Le Parlement se retrouve 12 fois par an à Strasbourg dans ce bâtiment. Cela a pour conséquence que le Parlement, qui en réalité travaille à Bruxelles, va à Strasbourg une fois par mois. Des Thalys, des bus, des avions sont affrétés. On va à Strasbourg, les hôtels sont remplis et les prix des hôtels augmentent drastiquement. Et puis après la semaine de plénière, nous revenons à Bruxelles. Le problème est que le Parlement ne peut pas décider lui-même d'où il siège. Pour changer cela, il faudrait que tous les États membres soient d'accord. Et il y a un État membre qui n'a certainement pas intérêt à cela. Frankreich. La France. Et alors c'est pour ça que le Parlement a dit plusieurs fois que c'était vraiment très embêtant de devoir aller à Strasbourg une fois par mois. Ça coûte 80 millions d'euros, mais c'est une belle ville. Et puis bon, je dois avouer, c'est vraiment une jolie ville. Mais il y a d'autres institutions à Strasbourg. Là, par exemple, vous avez le Conseil de l'Europe. Ça, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Tout ça est très proche, hein, vous voyez, il faut juste franchir un pont. Comme je l'ai dit, c'est un organe élu suffrage direct. Il y a 751 parlementaires, 750 plus un président. J'ai mis il y a encore 751 parlementaires, je vais vous expliquer pourquoi. Et il est proportionnel de manière dégressive. Ça veut dire qu'il faut minimum 6 parlementaires par État et maximum 95. Ce n'est pas tout à fait démocratique. On a dû faire des compromis parce que on a dit que s'il fallait vraiment que le nombre de parlementaires devait être proportionnel à la population d'un pays, il faudrait vraiment que le Parlement soit gigantesque ou alors les petits pays ne seraient quasiment pas représentés. Donc ça a pour conséquence que l'Allemagne est un peu sous-représentée. Donc votre voix ne vaut pas tant que ça, désolé. J'ai mis encore parce qu'en mars, un pays va nous quitter. Et après, il n'y aura plus que 705 parlementaires.
Les sièges restants ont été attribués à des pays qui sont un petit peu sous-représentés. L'Allemagne n'en a pas reçu parce que c'est vraiment un grand pays. Certains seront attribués à un groupe transnational. Et alors là, j'en viens aux élections européennes. Vous aurez certainement remarqué que si vous votez en Allemagne pour le Parlement européen, vous pouvez voter pour toutes sortes de partis. Mais seulement allemands. C'est parce que vous ne pouvez pas voter pour des candidats français ou grecs. Ça a pour conséquence que pour un parlementaire européen allemand, ce n'est pas si important que ça de faire de la politique pour la Grèce. La volonté de beaucoup de personnes en Europe, c'est d'avoir des réelles élections européennes. L'Union européenne ne met qu'un cadre légal un petit peu... Was euch über den Weg laufen wird, sind die Spitzenkandidaten. Und das ist eine Sache, die hat sich das EP ein bisschen erschlichen. Und zwar... Ce qui est un petit peu officieux, c'est qu'il y a des candidats de tête. Avant 2014, les candidats de tête ont dit, voilà, on va faire ça. On va leur dire qu'on va ne voter que pour un candidat qui était candidat de tête lors des élections européennes pour avoir un président de la Commission. La dernière fois pour le PP, c'était Jean-Claude Juncker, pour le SPD, c'était Martin Schulz, pour les Verts, c'était Ska Keller, et ces gens se sont présentés pour la Commission. Et puis après, on a dit, le PP a gagné les élections, donc on va accepter seulement Jean-Claude Juncker comme candidat. Angela Merkel était très contre. Et c'est là qu'on voit qu'il y a de réelles tensions entre les différentes institutions. Parce que le Parlement dit, voilà, on va faire ça. Mais ils se sont attribués ce droit. Et c'est une véritable épreuve de force de la part de l'office de l'institution qui a réussi à s'imposer. Le Parlement est élu pour 5 ans. La prochaine élection est en mai 2019. Ja. Jetzt habt ihr das Pech, dass Wahlrecht eins meiner Lieblingsthemen ist. Alors vous avez la malchance que les élections sont mon thème de prédilection. Mes amis me détestent pour ça. Mais comme j'ai un grand auditoire devant moi, je vais parler un petit peu de la clause de fermeture. Jusqu'en... Il y a un minimum de pourcentage à atteindre pour entrer dans le Parlement. Jusqu'en 2011, c'était 5%. Pour nous, en Allemagne, c'est tout à fait normal parce que c'est dans notre système politique. Mais au final, démocratiquement, c'est un petit peu discutable. Wenn sie notwendig sind, die Arbeitsfähigkeit eines Parlaments sicherzustellen. Also wenn durch die wegfallende Sperrklausel die Arbeitsfähigkeit nicht gefährdet ist, dann braucht on a décidé qu'on allait... Das wählt ja nur, also das bestätigt am Anfang die Kommission und dann braucht man gar keine Mehrheit mehr, um eine Regierung zu tragen. Und da gibt es ja schon... On allait garder cela si ça n'entrave pas le travail du Parlement. Vielleicht gibt es gar keine Zersplitterung ohne Sperrklausel, weil sich die Leute, die durch die weggefallene Sperrklausel einziehen, einfach einer Fraktion anschließen. Haben sie gesagt, nee, brauchen wir eigentlich keine Sperrklausel, kippen wir. Da war schlechte Laune in der deutschen Politik, also bei den großen Parteien. Und da haben sie sich gedacht, okay, was können wir machen? Les Allemands ont décidé que cette limite était un petit peu contraire à la Constitution. Genauso eine 3%-Hürde wie eine 5%-Hürde. Haben die Experten auch gesagt, was hat der Gesetzgeber gemacht? 3%-Hürde. Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis cette limite à 3%. Hat dann das Bundesverfassungsgericht die 3%-Hürde. La réaction a été que la Cour constitutionnelle a dit que 3% était aussi contre la Constitution.
war noch schlechter. Deswegen habe ich ein kurzes Video-Statement von einem meiner Lieblingspolitiker mitgebracht. C'est pour ça que j'ai ramené une vidéo d'un de mes responsables politiques préférés. Note de l'interprétation, les vidéos ne sont pas interprétées. Weniger Mitglieder als vorher, das ist ärgerlich. Das ist allerdings nur begrenzt unsere Schuld, um das mal klar zu sagen. Denn den Satz möchte ich mir schon genehmigen. Das ist die Verantwortung derjenigen, die im Verfassungsgericht die Entscheidung getroffen haben, auf die 3%-Klausel zu verzichten. Dank dieser klugen Richterinnen und Richter haben wir jetzt AfD, ÖDP, NPD, Tierschutzpartei, Spaßpartei. Dans cette vidéo, le responsable politique critique l'Europe parce qu'elle a permis à des parlementaires des partis d'extrême droite d'être rentrés dans l'hémicycle européen. Übrigens gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass uns auf der Strecke manchmal, meine Oma hat immer gesagt, Not lehrt beten. Wahrscheinlich müssen die Richter auch mal verstehen, was sie da angerichtet haben, wenn sie sehen, wie schwer es jetzt ist, zu tragfähigen politischen Entscheidungen zu kommen. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, das Europaparlament eigentlich tot jetzt. Il faut s'imaginer que le Parlement européen est mort. Aber ich freue mich immer, wenn zumindest Herbert Reul, ich wollte auch zeigen, der hat schon Quatsch erzählt, bevor er Innenminister war. Content quand Herbert Reul, même, il racontait déjà plein de bêtises avant d'être représenté à la Commission. Das sieht jetzt alles nicht mehr. Also wenn Europa jetzt kaputt geht und zerfällt, fehlt eine Sperrklausel. Si l'Union européenne Ich dachte mal, die Wählerentscheidung. est détruite, Naja, EP-Sperrklausel. donc la limite du coup a disparu, a été supprimée. Akzeptieren wir jetzt? Voilà, on l'accepte maintenant? Non. Donc Da war noch Außenminister. Frank-Walter Steinmeier, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, se proteste contre la suppression de la limite. Hat er gesagt, na gut, was machen wir jetzt? Gucken wir mal, ob wir nicht eine Sperrklausel auf Donc, bekommen können. Ne? Also, il a essayé du coup de réintégrer une nouvelle limite pour entrer au Parlement, pour réformer les élections pour le Parlement. der auch nichts mit dem Vorschlag des Parlaments zu tun haben muss. Et donc, le Conseil européen peut faire des... Vorschlag gemacht haben. Also stand so ein transnationaler Wahlkreis, geschlechtergerechte Listen, Wahlalter 16, verpflichtend demokratische Aufstellung. Es gibt nämlich Länder, in denen werden die Kandidaten für Europawahl gar nicht gewählt, da bestimmen die Parteivorsitzenden. Also haben sie sich gedacht, ein paar Sachen können wir machen oder Donc, eine Frist, 12 Wochen Frist dafür, dass Kandidaten aufgestellt werden. Einigen ils ont par exemple pensé à mettre une limite de 2 semaines avant que les politiciens élus prennent le pouvoir. Das ist sehr, sehr schwierig. Achso, Entschuldigung, was ganz vergessen, Sperrklausel 3-5% war natürlich auch mit dem Vorschlag. Donc voilà, la limite aussi était dans les propositions, réintégrer une limite entre 3 ou 5%. Niemand weiß nicht mehr, wer das war, hat uns immer so geschickt, was das Auswärtige Amt dazu denkt. So ein Dokument aus dem Auswärtigen Amt, was eigentlich, dürfte niemand verraten. Aber gucken wir mal, was das Auswärtige Amt gesagt hat. Da habe ich mir gedacht, ach Mensch, toll, demokratisches Europa. Gucken wir, was das Auswärtige Amt denkt. Unser Kernanliegen ist die vom EP vorgeschlagene Einführung einer europarechtlich verbindlichen Mindestschwelle für die Sitzvergabe von 3-5% bis zur nächsten Wahl 2019. Szenario der letzten Europawahl 2014 darf sich nicht wiederholen. Deutsche Sitz schon bei 0,5%, 7 deutsche Sitze an. L'orateur résume les intérêts allemands dans les élections européennes. Das hat eine Weile gedauert. Wir dachten schon, es wäre tot. Wir haben gedacht, wir haben uns in Sicherheit genommen. Wir sind ja als Partei aufstrebend, aber was wir uns teilen mit anderen Parteien, wie mit der SPD zum Beispiel, die Angst ums Ringen um die Sperrklausel. Auf jeden Fall, deswegen sind wir gegen eine. Haben sich die Mitgliedstaaten doch auf einen Gegenvorschlag geeinigt. Und da dachten wir schon, Mensch, ja, vielleicht gut, beißen wir einen sauren Apfel, kriegen wir transnationale Listen, kriegen wir demokratischere Europawahlen, was auch immer, dann müssen wir einen sauren Apfel beißen, gibt es eine Sperrklausel, vielleicht schaffen wir es nicht. Aber schon während des Verfahrens hatten Leute in der Wissenschaft
die Angst geäußert, dass es eigentlich dabei nur darum geht, die Sperrklausel wieder einzuführen. Das ist aus einem Kommentar zum Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union von Sven Hülscheid. Sven Hülscheid ist der leitet beim Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages die Abteilung Verfassungsfragen, und der hat damals gesagt, eigentlich wäre es ganz okay, wenn diese ganze Initiative scheitert, geht nur um die Sperrklausel. Obwohl damals noch andere Sachen drin standen, aber weiser Mann, weil, könnt ihr überlegen, was ist wohl passiert mit dem Gegenvorschlag des Rates? Keine transnationalen Listen, keine Geschlechtergerechtigkeit, kein gesenktes Mindestwahlalter, kein E-Voting, statt 12 Wochen Frist 3 Wochen Frist, keine demokratische Wahlaufstellung, aber Sperrklausel von 2 bis 5%. Also alle Sachen, die da irgendwie vor. Le rapport dit qu'il y a toutes sortes de manquements démocratiques au Parlement européen, mais par contre, on ne veut pas de ce minimum de 5% qu'il estime étant également antidémocratique. Der SPD-Mann, der das Gefühl hat, gesagt, super toll, Wahlen werden jetzt viel besser, aber maßgeblich stehen die Sperrklausel drin. Das ist der Krimi auch noch nicht vorbei, weil das Lustige ist, nachdem das auf europäischer Ebene durch ist, muss jetzt jeder Mitgliedstaat diese Sache ratifizieren. Jeder Mitgliedstaat. Et parce que cette limite de 5% a été votée au niveau européen, il faut que tous les États membres l'appliquent. Mais ça devient plus drôle. En Allemagne, on a décidé de mettre cela en place d'ici septembre, mais il a été déclaré. Mais pour introduire cela, il faut 2/3 de la majorité au Bundestag. Et la grande coalition s'est rendue compte qu'elle n'avait pas les 2/3 de la majorité. Avec le FDP, ils ont 6 voix d'avance, mais le FDP a refusé de participer. Les Verts ont décidé qu'ils n'allaient pas voter pour une réintroduction de la clause d'exclusion. Ja, komm, aber jetzt so kurzfristig sind wir nicht dabei. Und dann, der Krimi findet sein Ende. Im Moment, fin du feuilleton. Andrea Nahles wollt ihr sowas machen? A répondu. So kurz vor der Wahl. Sehr geehrte Frau Jäger, es wird keine Umsetzung vor der Europawahl 2019 geben. Beste Grüße, Andrea Nahles. Also, Sie haben alles gegeben. En disant qu'il n'allait pas avoir d'application de cette clause d'exclusion avant les élections européennes de 2019. Auswärtige Amt gestellt. Ich habe so gebeten, hey Leute, werdet ihr so frei, könnt ihr mir mal alle Unterlagen, E-Mails, Korrespondenzen, Drahtberichte, die ihr so habt, zur Änderung des Direktwahraktes geben. Ich würde gerne mal reingucken. Da haben sie mir zurückgeschrieben, nee, aus unterschiedlichen Gründen. Ich gesagt, was aber nett wäre, wenn ihr mir wenigstens alle Dokumente auflistet, die ihr habt, damit ich auch nachvollziehen kann, warum ihr die mir nicht geben wollt. Und dabei haben sie mir dann irgendwann L'orateur explique un processus politique, des échanges sur les débats à propos de cette clause d'exclusion. Noch mit dem EP-Präsidenten sich unterhalten hat und Werbung dafür gemacht hat, sich darum zu bemühen, dass das kommt. Es tut mir sehr leid, dass all der Aufwand, den das Auswärtige Amt da betrieben hat, all die Arbeitsstunden für umsonst waren. Aber so ist es mit der Demokratie. Hier ist übrigens auch noch unser EP-Präsident Tajani, der Nachfolger von Schulz, zusammen mit meinem Chef, Martin Sonneborn. Aussi le successeur de M. Schulz, Antonio Tajani, avec mon patron, M. Martin Sonneborn. Tajani, qui est moins connu que Martin Schulz ici. Mais avant, il était... Wir haben nur die Besten bei uns. Ich erkläre die Unterschiede, also ich erkläre das Europäische Parlament. Porte-parole de Berlusconi. Das Europäische Parlament ist. Und zwar, weil die meisten Leute den Bundestag und den Plenarsaal deutlich besser kennen als das Europaparlament. Voilà une photo qui vous est familière. Voilà une comparaison de notre Bundestag avec l'hémicycle du Parlement européen qui se ressemblent. Ce que vous pouvez voir là, c'est ça. Ici, ces petites fenêtres, ce sont les cabines des interprètes. Comme là-bas, mais en beaucoup plus nombreux. Parce que toutes les réunions du Parlement européen doivent être traduites dans toutes les langues officielles. Et cela a une conséquence très agréable. Vous regardez au Bundestag, parfois ils sont là jusqu'à 4 heures du matin. Chez nous, c'est pas pareil, parce que
Après une certaine heure, les interprètes arrêtent de travailler, ce que nos amis présents ici à ma droite peuvent certainement confirmer. Au bout d'un certain temps de travail, leur tête explose. Ce qu'on peut voir, par contre, ici, là, il y a des petits ordinateurs. Au Bundestag, il n'y a rien. Nous, au Parlement européen, nous avons ce système de vote électronique. Voilà celui de Julia Reda. Voici la loi sur laquelle on votait. C'était la loi sur le droit d'auteur. Et alors, on peut se demander pourquoi est-ce que ça n'existe pas au Bundestag. Au Bundestag, on n'a pas ça parce que c'est toujours clair de s'il va y avoir une majorité ou pas. Eigentlich sind ja die Abgeordneten mit ihrem Gewissen, bla bla, aber zum Beispiel wie bei der gleichgeschlechtlichen Ehe, da gab es dann halt mal eine Abstimmung, die wirklich frei war. Und da muss man. Il y a quelques exceptions parfois, comme par exemple le vote sur le mariage homosexuel. Là, on n'était pas sûr de la majorité. Les parlements ont une petite carte qu'ils doivent introduire ici, et puis ensuite ils appuient sur un bouton pour dire oui ou non, ou s'abstenir. Au Parlement européen, il y a un système de majorité flexible. Lorsque les fractions se mettent ensemble et génèrent une majorité en groupe, un petit peu comme au Bundestag, mais il se trouve qu'il y a parfois des alliances différentes. Et c'est très intéressant, parce que les parlementaires se mettent d'accord auparavant. Par exemple, sur le budget, la faction de gauche s'est demandé si ce serait pas bien d'avoir des budgets pour leur travail. La gauche a fait en sorte que cette règle passe. Weil konservativ ist nicht gleich konservativ, wie ihr vielleicht wisst, die CDU und die Leute drumherum, die... Et ils étaient d'accord avec les conservateurs anglais. Parce que conservateur, ça ne veut pas forcément dire conservateur. Chez nous, les conservateurs ont très peur de la transparence. Alors que les touristes britanniques, ils ont une vraie culture de la transparence. Pour eux, par exemple, gâcher l'argent des impôts, c'est absolument abominable. C'est pour ça que c'est très bien, par exemple, quand on les voit au Bundestag, il y en a, par exemple, Heiko Maas. Imaginez, il était très contre la rétention des données. Et puis une fois qu'il était dans l'hémicycle opposé, eh ben, dans l'autre hémicycle, eh ben, tout d'un coup, il était pour. Donc il y a quand même un processus qui fait que les décisions prises au Parlement européen sont vraiment très démocratiques. Das könnte zum Beispiel dazu führen, dass die SPD in eine Abstimmung geht, sagen wir mal, Ferkelkastration, ja? Und dann sagt, nee, sind wir dagegen. Und dann wird es einfach dann hört es einfach auf. Aber jetzt haben wir quasi Koalitionsregierung, sagt die SPD, nee, 219a. L'orateur donne un exemple de ce qu'il vient d'expliquer. Das ist so dieses typische GroKo-Ding, gibt es im Europaparlament so nicht. Das hat Vor- und Nachteile. Ich komme gleich hier, weil wir schon bei Axel Voss sind, dann gucken wir uns gleich nochmal an, wie da so die Sachen ausgehen. Nur damit ihr mal kurz seht, das ist ähnlich wie im Bundestag. Voilà, les fractions. Alors, l'image est présentée comme ça, mais c'est pas proportionnel. Il y a une fraction de gauche, la nouvelle gauche, il y a les sociodémocrates, il y a les Verts, avec les Verts allemands, et puis il y a notamment Julia Reda, les libéraux. Aux dernières élections européennes, ils avaient 3%. Voilà le PP, les conservateurs, avec le CDU-CSU allemand. Sitzt die deutsche CDU mit der Fidesz-Partei von Orban in einer Fraktion. Alors, il faut garder à l'esprit que nos parlementaires de la CDU sont dans le même groupe parlementaire que Viktor Orban. Ensuite, il y a l'ECR. C'est une fraction avec les Tories britanniques.
Ils ont décidé que le PP était trop pro-européen et donc ils ont fait leur propre groupe. Voici le FDD. Là, il y a la plus grande délégation d'eurosceptiques avec Nigel Farage. Politiquement, il a eu énormément de succès, hein. Il faut lui rendre. Enfin bon, on va attendre le mois de mars, hein, parce qu'on va voir comment ça va tourner. Il y a le mouvement 5 étoiles italien dans ce groupe. Die haben mir mal verraten, die wurden da so ein bisschen reingequatscht in die Fraktion. Wollten auch mehrfach raus, hat nicht funktioniert. Ils ont voulu sortir plusieurs fois, mais ils n'ont pas pu. Et puis, il y a l'extrême droite, l'ENF, qui s'est formé avec Marine Le Pen, qui à l'époque était le Front National. Il y a le FPO, extrême droite autrichienne, puis il y a le parti de Geert Wilders, belge. Malheureusement, c'est une fraction qui a des pronostics assez favorables. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le milieu, là, et eux, l'extrême droite, ne peuvent sans aucun problème créer une coalition au gouvernement en Autriche. Là, il y a les non-alignés. C'est ceux qui n'ont pas de fraction. Il y a par exemple les nazis. L'aube dorée. Il y a les antisémites hongrois, il y a le NPD, et il y a nous. Alors quand je suis à Bruxelles et que les gens me demandent qui je suis, je dis que je travaille pour un responsable politique qui n'a pas de fraction. Et je précise toujours que je ne suis pas nazi. Voilà le nombre des différents parlementaires avec les vrais pourcentages. Il y a 3% de personnes qui n'ont pas de fraction. So, ganz kurz. Gesetzgebungsprozess. Le processus législatif. Je vais être assez rapide. Il y a deux grandes différences. Il y a les règlements et les directives. Vous connaissez le règlement sur la protection des données, le RGPD. Ce sont des décisions qui sont supranationales. Elles doivent être appliquées obligatoirement par les pays. Et puis il y a les directives où on dit aux pays que ça serait bien qu'ils appliquent ces directives. Voici le processus législatif. Il y a une proposition de la Commission qui va au Parlement, puis le Parlement dit « Ah, on trouve que c'est pas trop mal » ou pas. Puis ils se mettent d'accord avec le Conseil. Le Conseil dit prononce sa décision, puis il y a la première lecture, si c'est accepté, puis si ça continue à être accepté, il y a la deuxième lecture, et puis après, il y a la troisième lecture. Alors en pratique, ça n'arrive jamais. Au lieu de cela, il y a un système officieux qui s'est mis en place qu'on appelle le trilogue informel. Ça fonctionne comme ça. Il y a une proposition de la Commission qui arrive au Parlement. Le Parlement prend sa décision, se demande ce qu'il aimerait bien changer. Le Parlement va au Conseil. Ils se mettent ensemble dans ce trilogue informel. Et quand ils arrivent à un résultat, ils arrivent à la première lecture. Et le processus est terminé. Der Rat und das Parlament sitzen zusammen, wird moderiert von der Kommission. Ja, Nachteil ist, man weiß, wann es stattfindet. Le problème, c'est que on sait quand ces réunions se passent, mais elles ne sont absolument pas publiques. Engagierte
klagewütiger Menschen. Grâce à l'intervention de personnes très engagées, Die wichtigsten Dokumente dieser Verhandlungen. on apprend, on reçoit des rapports sur ces réunions. Aber als Arbeitsdokument da vorliegt, sind diese Sachen. Ich habe das letzte Mal Julia Voici les documents de travail. C'est celui que Julia Reda a publié sur le règlement sur le droit d'auteur, steht dann hier in der einen Spalte, was die Kommission vorgeschlagen hat, dann was das Parlament vorgeschlagen hat. ou plutôt la directive sur le droit d'auteur. Das ist jetzt der letzte Verhandlungsstand, soweit ich weiß. Und diese Dokumente sind eigentlich nicht öffentlich. Da hat jemand auf Ces documents ne sont pas publics. Der Rat hat sich stark dagegen gewehrt, aber jetzt letztinstanzlich jetzt gewonnen, sodass in Zukunft, wenn man die Dokumente anfragt, man sie auch bekommen wird. Das ist ein riesiger Sieg für die Informationsfreiheit und für... A priori, il est interdit de les publier, mais au final, le Conseil a quand même accepté qu'on puisse les publier parce que finalement, ça participe quand même à la transparence. On a gagné. Ich wollte jetzt das mal ganz kurz an einem Beispiel erklären. Also, Je voudrais illustrer par un exemple. La directive sur le droit d'auteur, Julia Reda était en principe rapporteuse. Elle a fait une proposition, ce que tout le monde peut faire. On peut faire une proposition, dire à la Commission, essayer de faire une proposition sur une problématique X ou Y. C'est ce que a fait Julia Reda avec le droit d'auteur. La proposition va ensuite au Parlement européen et on en parle dans les commissions. Reform ist der Rechtsausschuss und Ausschüsse, die davon tangiert werden, Les commissions können dazu meinen. désignent un rapporteur In diesem Ausschuss et un rapporteur gibt es einen Berichterstatter. d'opposition. Berichterstatter. Diese Berichte, Rapporteur, Berichterstatter, Schattenberichterstatter sind ganz wichtig für Ils sont très importants immer wieder et in Debatten auf. ils participent très souvent au débat. Was Vous macht pouvez consulter cela sur le site web du Parlement européen. eine Chaque funktioniert so. fraction envoie un rapporteur, Änderungsanträge stellen und der Berichterstatter sammelt ihn alle zusammen und versucht daraus Kompromisse zu fassen. ou envoie plutôt un représentant qui donne son avis au rapporteur. Sachen angeben und dann kommen diese Änderungsanträge, werden zu Kompromissen zusammengefasst. Ihr Les könnt das propositions alles- d'amendement das ist transparent. Die meisten Ausschusssitzungen werden übrigens auch gestreamt. sont ensuite enregistrées. Tout ça est public, hein. Vous pouvez consulter les amendements Hier quasi die ursprünglichen Reports mit et vous pouvez voir les différents rapports Änderungsanträgen. Und dann gibt es eine Abstimmung. avec les amendements et puis on fait un vote Gibt es eine Abstimmung im Ausschuss. Und in en dieser commission. kann mit dem Lors de ce vote, des Ausschusses schon entschieden werden, on peut déjà décider in den Trilog gehen, in den que les différentes propositions arrivent en trilogue. C'est ce qui s'est passé avec la directive sur le droit d'auteur, Wir alle wissen, dass sie drin sind. Artikel 13, Artikel l'article 11. 13, l'article 11 que vous connaissez tous, Und es gab schon die Mehrheit et la majorité der Angelegenheit in den Trilog zu nehmen. Damals avait déjà envie d'apporter ça au trilogue. viele führen wieder auch mit den Piraten, haben dann halt gesagt, okay, wir versuchen im Avec les Plenum pirates, eine Mehrheit dafür zu bekommen, On a dit qu'on allait essayer de lutter contre l'article 13 et l'article 11. On avait réussi juste avant les vacances d'été. die Abstimmung geben. Wir Et puis, erinnern uns, das ist dann quasi die letzte Abstimmung gewesen im EP. il y a eu Anhand der Grafik möchte ich nochmal die vote. Sachverhalte des Mandats erklären. Also bei der CDU, ganz ja, Fraktionszwang. Das et alors là, on voit bien que toute la CDU était pour klar. Bei der SPD ist schon wieder cette directive. Au SPD, c'est déjà différent. Il y en a beaucoup qui étaient pour, mais il est intéressant de voir que un des principaux ich kenne ja einige hier, opposants einige Leute um sich geschart, à cette directive mit ihm dagegen gestimmt haben, während bei a voté contre. war es auch ungefähr Hälfte. Et c'était un des seuls. Et on voit bien que chez les Verts, c'était un petit peu 50-50. Voilà Ska Keller. Da, die, eine größere Vorkämpferin, zusammen mit Axel Voss von der CDU zusammen, hat die extreme Werbung dafür gemacht. Und spannende Dynamik. Helga Truppel, avec Monsieur Voss, a fait beaucoup de publicité pour. Waren, glaube ich, 62, die dagegen gestimmt haben, 45. Je crois qu'il y avait 62 personnes venant d'Allemagne qui ont voté pour et 45 contre. Toujours est-il que le mandat est tout à fait libre.
Gruppe aufzumachen, zu sagen, nee, auch wenn ihr in der Mehrheit dafür seid, für uns sprechen die besseren... Les gens peuvent tout à fait décider de voter à l'encontre des instructions de leur fraction. La plupart d'entre vous se rappelleront peut-être de cette image. Axel Voss était très content, il était rapporteur. Je vais l'appeler Monsieur Filtre d'Upload. Ja, ist ein fieses Foto. Aber dann war die Sache... Cette photo est vraiment méchante. Hein. Mais bon, là, il était très content d'avoir réussi à faire passer sa loi. Julia Reda versucht da ein bisschen, trägt ein bisschen in die Öffentlichkeit, wie es gerade steht. Und wenn ich hier gerade an der Stelle bin, möchte ich euch Folgendes mit auf den Weg geben. Wie gesagt, es kommt jetzt nach dem Trilog. Après le trilogue, une fois que le résultat est publié, il y a un vote final. Je sais que la communauté d'Internet a réussi à faire énormément de pression. Je sais que c'était le thème d'une des conférences ici. Quelques millions, plusieurs millions de signatures ont été récoltées parce que cette réforme pourrait changer Internet de manière assez drastique et ce n'est pas quelque chose de positif. Zu scannen, bevor sie oder während sie hochgeladen werden, bevor sie veröffentlicht werden, würde Sachen Tür und Tor öffnen, die wir uns alle nicht wünschen. Cela ouvrirait des portes que nous préférerions voir rester fermées. Cette directive va revenir au Parlement et j'espère que la communauté Internet va continuer à s'opposer à cette directive et va continuer à soutenir les opposants. Le combat est assez violent. Tout le monde se bat vraiment violemment de tous les côtés. Auch mit der faktenfernen Fraktion zu tun. Also die stellen sich auch einfach hin und sagen, et les gens qui sont pour cette directive se basent parfois sur des rumeurs ou sur des non-sens, de la mésinformation. Guckt weniger darauf, was die Leute sagen, was sie in der Zukunft machen werden, sondern je vous conseille une chose. Regardez moins ce que les gens sont en train de faire ou ce qu'ils vont faire dans le futur. Regardez plutôt ce qu'ils ont fait par le passé. Informez-vous. Suivez les médias. Ne vous laissez pas avoir par des campagnes suspicieuses. C'est vraiment très intéressant et ça va être très intéressant dans le futur. Dites-vous bien qu'il n'y a pas de clause d'exclusion. Sich auch kleinere Parteien anzugucken. Ich will jetzt keine nennen, aber es gibt ja mehrere. Und in welcher Sache ich wirklich Werbung für die demokratischen Prozesse Ce pourquoi je fais vraiment, ce pourquoi je fais beaucoup de publicité, c'est pour cette majorité flexible. Le Parlement européen donne la chance aux petits partis de donner leur opinion. La majorité peut être flexible, ce n'est pas toujours un gros bloc qui s'impose, même si c'est parfois le cas. En Allemagne, il ne faut pas non plus dire que c'est tous les mêmes. Imaginez-vous qu'en Allemagne, vous ayez un membre du gouvernement qui s'occupe vraiment des choses qui sont importantes pour vous. C'est un petit peu comme ça que ça se passe au Parlement européen. Après, tout n'est pas toujours rose. Il y a toujours un dialogue entre le Parlement et le Conseil. Vous avez vu comment c'était avec les différentes majorités, avec la majorité qualifiée, puis les histoires de 55 et 45%. Immer in einem extrem komplizierten, intransparenten, weniger demokratisch legitimen Gegengewicht aus dem Rat gegenübersteht, sodass halt viele Sachen, die sich das EP in den Erkämpfen wünscht, dann im Endeffekt dann doch nicht kommen, weil die Mitgliedstaaten es blockieren. Il y a aussi les blocages de certains États membres. Je ne veux pas non plus faire de faux espoirs, ça va peut-être pas changer. La volonté d'avancer dans le processus d'intégration européenne n'est pas vraiment là.
Il y a d'autres problèmes à Bruxelles. Mais toujours est-il que mettez la croix au bon endroit en mai 2019. Merci beaucoup.